Salut, c'est Olive. Avant que l'épisode commence, je voulais simplement m'excuser pour la qualité de ma piste son. En l'occurrence, je me suis trompé de source quand on a enregistré l'épisode de 99 francs, donc l'épisode qui va suivre. Et mon son bénéficie d'un écho incroyable. Donc j'ai essayé de le réduire au maximum. J'espère que ça ne nuira pas à votre écoute. On a hésité à réenregistrer l'épisode, mais il était tellement spontané et vraiment cool qu'on aurait perdu quelque chose en le réenregistrant. Donc bon épisode malgré tout, vraiment désolé pour le son de ma piste uniquement. Et abonnez-vous, etc. Ciao, bon épisode. Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre. Vous, moi, surtout moi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 50 de Faites entrer le film. J'aimerais bien une petite musique là, tu sais, un truc genre genre c'est l'épisode 50 quand même. Ça va. Oh, viens. Ouais. Bon, ça va? Oui, et toi? Oh la vache. Eh, c'est l'épisode 50. Bon, bougez pas, on la refait. Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 50. Comment ça va les garçons? Papa, ça va. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Je viens de me réveiller, Olive. Mais c'est exactement ça. Tu donnes du plaisir et tu donnes tout avec ta voix. Voilà, merci beaucoup. Et ouais, épisode 50, ça fait quelque chose quand même. On n'a rien fait de particulier d'ailleurs, on s'en tamponne le fion avec une babouche en vrai, mais... Non, on attendra l'épisode 100. Oui, l'épisode 100, on fera un truc... Ouh là là. Dans 50 épisodes du coup. Malade, hein. J'ai hésité à proposer 50 nuances de grès, mais je me suis dit que non, j'étais pas prêt. Non, et puis à un moment donné, je vais quand même poser mon veto. Vous savez, ce veto que j'aurais pu poser il y a 20 ans déjà. Ouais, non, moi aussi, j'aurais posé mon vétérinaire parce que j'aime pas trop. Non, Ouais, enfin, moi aussi, je pareil. trouve que c'est une honte et un très mauvais regard posé sur le monde du BDSM. Moi, Donc, j'ai pas de veto là où Moi, je pense suis, que ils c'est prennent de pas la merde votation. tout court, sans aller aussi loin que toi, Olivier. Voilà, mais bon, moi, c'est peut-être parce que j'ai un passif que. Salut, ça va? Voilà! Comment tu vas, toi, Olive? Eh ben écoute, moi ça va super bien, j'ai regardé ce film 5 fois cette semaine, j'ai pas eu le temps de relire entièrement le livre, mais c'est pas grave. Ça Dis-moi, va, tu ça as va vu bien. ce film 5 fois de trop pour un podcast tel que le nôtre. Oui, mais c'est un film que je n'ai pas spécialement regardé pour le podcast, que je pense que j'aurais pu l'analyser ou en parler avec vous sans l'avoir vu, parce que je le connais déjà très bien. Mais c'est un film qui me plaît et qui me berce, du coup, qui me rappelle aussi les illusions que j'avais de vouloir travailler dans la publicité il y a quelques temps, un petit moment déjà. Décennies. Et du coup, Tu peux le dire. Quelques décennies, Ouais, décennies. tu c'est peux ça. le dire, n'est pas honte. Tu es vieux, Olive. Oui, mais du coup, j'ai quand même travaillé un peu dans la com, donc c'est un peu pareil, tu vois, mais ouais, avec un peu moins de cocaïne et beaucoup moins de budget. Mais c'était à peu près ça. Donc, cocaïne sera bipée. Ah, ça va être chiant, putain. Pourquoi ce sera bipé? On n'est pas monétisé. Ouais, non, c'est vrai, mais on peut être shadowban par YouTube. Tu sais, genre. Non, on s'en va là. Ouais, non, en fait, non. Parce que bite, la rate. couille. Voilà. Je suis pas sûr que pédophilie, tu l'aies bipé dans Morse. Non, genre, tu crois que j'avais le temps de le biper, je l'ai monté ce matin, il vient de sortir, là, et tu crois que... Aïe, aïe, aïe. J'avais des urgences à régler autre part. Voilà. Ok, eh ben, rentrons directement... Ah dans non, le- non. Et juste pour info, un truc qui m'a fait très plaisir hier. Bon, c'est pas la vue du film, c'est après. J'ai vu que le Genre du Grenier avait sorti une série et une vidéo sur Oh, oui. Resident Evil et j'étais heureux Génial. parce qu'elle est Elle était oufissime. excellente. Elle est géniale et elle remet en perspective exactement ce que moi je pense globalement des 6 premiers films, parce que j'ai pas vu le dernier, je compte pas le voir. Putain, attends, tu sais que le dernier film, je l'ai loué sur Amazon Prime comme un gros connard. Je l'ai loué, je fais allez, vas-y, je vais le regarder pour faire plaisir à Doudou, comme ça on pourra lui casser de la gueule à ce film. J'ai regardé 5 minutes. 5 minutes, hein. Et j'ai perdu 4 € parce que je pouvais pas. 5 minutes, Ah non, il est ça fait... horrible. En même temps, on t'avait prévenu. Hein. Oui, mais tu sais, je voulais faire les choses bien et tout. Je sais pas, quand même, je vais pas le télécharger parce que je suis un garçon legit.
Et puis je voulais vraiment que je puisse comprendre pourquoi tu l'aimais pas et en parler, tu vois, et limite faire entrer le film dessus. 5 minutes, 5 minutes dessus. Et là je montre avec les doigts 5, ne vous voyez pas. Mais cinq- prépare-toi parce qu'un jour il arrivera celui-ci. Hein. Ah ben j'espère. J'ai tellement de haine à déverser sur ce film que un jour on le fera. Hein. Ce sera l'épisode 100. Moi, c'est le budget culture de l'État donné aux jeunes qui m'a payé ma place pour aller voir ce film. Et je trouve que c'est une honte. J'aurais préféré donner à Pécresse, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment un très très mauvais. Ça, c'est mon salaire de manager qui a payé ces 4 putains d'euros. Ça fait un peu moins d'1 euro la minute. Ça m'a tué. Mais bon, voilà. Enfin bref, parlons peu, parlons bien. Parce que ça fait quand même presque 5 minutes qu'on dit de la merde. Ceci étant, Resident Evil, c'était très intéressant. Voilà. Kevin, de quel film allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons suivre la chute d'Octave, un publicitaire dépressif à tendance gros connard qui se rend compte entre 2 rails de coke qu'il a fait quelques conneries dans la vie. Veut-il se repentir ? À vous de le découvrir en regardant le film ou en écoutant le podcast. Bienvenue dans 15,10€ ou 99 francs pour les anciens. PS, ce message ne tient pas compte de l'inflation. Un pitch absolument magique, merci beaucoup Doudou. Donc 99 francs, un film sorti en 2007 réalisé par Yann Kounen avec en tête d'affiche Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin qui est malheureusement décédé depuis, Patrick Mills, Vaiana Giocante, Elisa Tovati, Nicolas Marié, Dominique Bettenfield, Antoine Bazier, d'autres personnes que je ne citerai pas puisqu'elles ne font que des apparitions, Frédéric Becbédé qui fait 2 caméos, et Yann Kounen, le réalisateur, qui fait aussi 2 caméos dans le film. Voilà, pour le gros. J'aimerais bien avoir un tout petit avis à chaud de vous deux sur le film. Ah, ça brûle. Là, en ce moment, 14 degrés Celsius. Donc, on part sur... Enfin, en tout cas, ma position... Ah non, 18 degrés Celsius. C'est pour ça que je transpire. Moi, je dirais, ça aurait pu être pire. Ça me rappelle un truc, ça. Et moi, j'aime beaucoup. Mais ça m'a fait triper un peu, donc c'était un peu spécial. Ok, super. Donc, moi, c'est un film que... Ouais, c'était pas mal. On t'a pas demandé. C'est vrai. Olivier, t'en as pensé quoi à chaud ? À chaud comme à froid, c'est mi-figue, mi-raisin, c'était sympa. Est-ce que c'est ni fait, ni à faire ? C'est ni fait, ni à faire. Mais comme le disait si bien Cécile Passion, je sais plus du tout ce qu'elle disait, je sais plus du tout ce que c'était cette blague. Elle disait que moi je faisais des punchlines. Ah, c'est ça. Non, c'était pas ça. Non, c'était... si je me souviens bien, c'était un truc du genre Vivien voit des choses que nous ne voyons pas. Moi, genre, je suis le comique. Et toi, Olivier, bah, t'es Olivier, t'es la voix. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ça y est, je me souviens. Vivien voit des choses, blablabla. Je suis très content d'avoir rebalancé ça parce que je pourrais enfin réutiliser la musique du même Cécile Passion. Cécile, on t'aime, on t'embrasse, enfin, un petit peu. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez que les sachets d'huile pimentée Domino's, bipez la marque, étaient faits en papier et plastique, et du coup, comment ça se passe pour le recyclage ? Bah, ça se recycle mal et tu le mets à la poubelle de recyclage jaune. Très bien. Vivien, Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la première scène du film, s'il te plaît ? Le film commence donc avec les sociétés de production, tout ça, on s'en fout. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il commence avec 4 petits angles droits sur les côtés, comme si, en fait, on n'avait pas la vision du film, mais la vision de la caméra un peu décalée. Bref, c'est assez intéressant. N'empêche, ça part vite parce qu'on va avoir le droit à un générique en mode stroboscope psychédélique pendant à peu près 1 minute. On va se rendre compte que ça, c'est des pixels d'une affiche où il y a des gens qui se font un câlin sur une affiche avec écrit Bienvenue dans le meilleur des mondes sur une plage paradisiaque, tout ça. Sauf qu'en fait, non, parce qu'il pleut et que il fait tout pas beau, il y a de l'orage. Et on a Jean Dujardin qui s'avance sur une corniche et qui s'apprête à sauter. Et qui nous explique plusieurs choses. Tout d'abord que tout s'achète, l'amour, l'art, la planète Terre, nous, lui et surtout lui. Que l'homme c'est un produit et qu'il a une date limite de vente. Il nous apprend qui il est, donc il est publicitaire, donc il fait rêver les gens avec ce qu'ils n'auront jamais, notamment les ciels bleus, les nanas jamais moches,
et le bonheur parfait retouché par Photoshop. Il nous dit qu'on pense qu'il embellit le monde, en réalité il le bousille. Et enfin, il termine avec cette phrase que tout est provisoire, l'amour, l'art, la planète Terre, nous, lui et surtout lui, et il saute. Et ensuite, le temps ralentit et il a des flashbacks de lui en train de se masturber. Mais ça, c'est la deuxième scène. Et oui, ça donne le ton. Hein. Cette première scène, moi, je trouve qu'elle donne vraiment le ton. Déjà, le côté, comme tu disais, psychédélique, et qui, en fait, on comprend après que c'est un recul de la caméra qui laisse apparaître ce couple qui se fait un câlin sur une plage idyllique, et d'un seul coup, bam, la pluie, façon bienvenue chez les ch'tis. Là, tu passes le panneau Les Hauts-de-France, et un rideau de pluie, tout ça pour voir que l'affiche, c'est une affiche des produits pétroliers français, je crois. Pétrochimique, exactement. Pétrochimique, voilà. On rentre dans le ton directement et on comprend que le film va en mettre plein la gueule de cette espèce de micro-bulle de la publicité et des compagnies titanesques. Et en même temps, le fait de voir Dujardin sauter, s'arrêter, donc le temps s'arrête, il le dit lui-même, je crois en plus, hein, il dit « Tiens, ça y est, le temps s'arrête, je peux revoir ma vie ». T'expliques que le film il te dit le film va être légèrement décalé par contre les gens. T'as les deux warnings c'est une satire, vous allez rigoler un peu, mais en même temps, ce que raconte Dujardin en voix off, c'est assez dramatique. Ce qu'il dit, c'est un fait, hein, ce qu'il pose, c'est vrai. Du coup, c'est assez intéressant que dans les 2 premières minutes de film, les intentions du film sont très bien résumées, je trouve. C'est vrai. Je pense que tu as très très bien résumé le bail. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Comme on dirait chez les jeunes. Puisqu'on dira toujours un bail et des beaux, mais ça malheureusement les jeunes ne le savent. Sauf dans une région de la France où apparemment tout ce qui se finit en AUX pour le pluriel ne se dit pas, et donc les animaux, c'est bien les animales. Ok. Je crois que c'est en Leroy, je sais plus. En Lorraine. Le roi Merlin. Non. J'allais le dire. Il va y avoir beaucoup de name drop de marques, hein, puisque c'est un film sur la publicité. Oh, si t'es chaud, tu bipes tous les name drops de marque. Non, je ferai pas ça parce que je serai pas chaud. Mais puis on s'en fout, on n'est pas monétisé. Donnez-nous de C'est l'argent. ce que j'ai dit au début, ça. Dites-moi, il n'y a pas un sage qui a dit un jour, moi je veux du huc, avec ou sans sucre, du huc. C'est pas Michael Youn, ça? Si, c'est Fatal Bazooka Voilà. qui a dit ça. D'accord, ok. Dans un de ses fameux... Ah, ça veut dire qu'on va avoir un jeu? Eh ben non, j'ai pas prévu de jeu. Je voulais vraiment faire un jeu autour de la publicité. Je voulais faire un jeu autour de la publicité, mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup à dire sur le film et qu'il y aurait une bonne énergie sans qu'on ait besoin de... Le film est très dynamique, je pense pas qu'il y ait besoin de faire un jeu. Oh. Voilà, je suis désolé, mais Doudou, tu pourras, libre à toi de faire un jeu pour le 51e épisode. Ah, j'ai cru te dire libre à toi de faire un jeu tout seul après. Et... Non, c'est vrai que le film, là, tu dis qu'il est très dynamique. En fait, il dure 1h45 à peu près, un peu plus peut-être. Mais le film passe tout seul. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Moi, j'ai ressenti des longueurs. Pour moi, il y a 2 scènes qui sont extrêmement longues pour pas grand-chose. Mais c'est des scènes très tard dans le film, en fait. Donc pour moi, jusqu'à 1h, on va dire 1h10, le film se laisse regarder vraiment très bien. Il y a un bon rythme et tout. Et après, pour moi, il y a 2 scènes vraiment très longues, dont une qui, pour moi, n'a pas d'intérêt. La dernière partie du film, en fait, moi je trouve que la dernière partie du film, après la diffusion du spot publicitaire, quand lui part en exil, sans donner trop de détails tout de suite, je trouve que ça casse un peu le rythme. La fin alternative du film, en fait, casse un petit peu le rythme de pendant 1h20 presque. C'est frénétique, il y a quand même beaucoup de... Mais ça représente très bien l'effet de la cocaïne, en fait. C'est très speed, très nerveux tout le temps. Et d'un seul coup, il n'y a plus ça. Je suis d'accord. Il n'y a plus la cocaïne, et d'un seul coup, pouf, le film se pose enfin, très presque, pour te raconter la fin de son histoire. Ouais, mais c'est une intention, c'est pas. Tout c'est à pas fait, exprès, c'est complètement ce qui a été voulu. Après, ce qui joue aussi énormément, c'est la BO, hein, du film. La bande-son du film, elle est juste incroyable. Enfin, je sais que sur moi, elle marche tout. Il n'y a pas un thème qui ne marche pas. Bah, c'est vrai que sans m'y être accroché plus que ça, parce que c'est pas un des films que je vais regarder beaucoup pour la musique. La musique accompagne bien le sujet, on va dire, dans les différents moments. Oui, c'est pas ce qu'on retient le plus. Je trouve que c'est surtout l'imagerie du film qu'on retient, le montage notamment. Bah, la musique fait corps avec le film. Parlons un peu des personnages. On va survoler un peu l'ensemble des personnages si vous voulez bien. Doudou, est-ce que tu veux parler d'Octave, du coup ?
Octave, donc joué par Jean Dujardin, est un publicitaire de 33 ans, c'est ça? Oui. Donc de 33 ans, qui gagne très très bien sa vie, qui est dans l'excès tout le temps. Il se présente comme tel, pas Guillaume. Et j'adore toujours. Ça va être compliqué, ça va être Et voilà, on va voir ça, on va vraiment voir sa descente aux enfers en fait tout au long du film. Et c'est un personnage vraiment très antipathique pour qui j'ai pas eu du tout d'empathie, mais qui est magistralement bien joué par Jean Dujardin. Ben, en fait, Octave, même dans le look, c'est Bec BD. Hein. C'est Frédéric Bec BD. Mais en plus beau. Ça. En plus beau, oui, un peu. Enfin, après, les goûts et les couleurs, voilà. Mais et en plus beau. C'est le look Bec BD, c'est la nonchalance et le bobo un peu de Bec BD. Hein. Surtout qu'au moment où il se réveille de sa soirée, tout au début du film, quand il se regarde dans le miroir, c'est Bec BD qui voit. Hein. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Bec BD, quand il est crédité sous le nom de Batman, en fait, puisqu'il y a plusieurs fois dans le film que Dujardin va être confronté à l'image de Bec BD, et c'est à chaque fois qu'il est en bad, en fait, qu'il le voit, que ce soit lui, son image qui est déformée. Ouais, ou même dans l'hôtesse de l'air, dans l'avion aussi. C'est surtout dur. Et très dur ce passage dans l'avion. Bref. Oui, ok, merci beaucoup. Vivien, un petit tour du côté de Charlie. Charlie, joué par feu Jocelyn Jocelyn Quivrin. Jocelyn Quivrin. Donc Charles Dagut dit Charlie. C'est on va dire un peu l'acolyte de Octave. Hein. Ils traînent toujours ensemble. C'est les deux meilleurs potes. Exactement, c'est son binôme comique. Ils sont tous les deux dans le même délire, dans le même fun, peut-être Charlie avec un peu plus de, on va dire, de recul sur le... Oula, j'ai frappé mon micro. Avec plus de recul sur la drogue, tout ça, parce qu'il a l'air plus sain. Mais ça reste, voilà, un gars fun. C'est le meilleur pote d'Octave. Ils s'amusent, ils rigolent ensemble. Et ils vont tout faire ensemble, enfin tout faire, pas tout, mais faire beaucoup ensemble du début à la fin. Ils sont très très proches, hein, on l'apprend la première fois qu'on rencontre Charlie, parce que il simule une levrette avec Octave. Oui. On va dire que c'est normal dans le monde de la pub. Insulte-moi en allemand. Une Schwundebande. Voilà. Mais c'est deux très bons copains et leur amitié est très touchante. C'est deux créatifs dans une agence de pub dans les années 90. Et comme le dit Octave, quand il présente en voix off, toujours, il y a beaucoup de voix off de Dujardin dans le film, quand Octave présente Charlie, il le dit, ça c'est mon binôme, c'est mon Charlie. C'est des créatifs dans une agence de pub et il le résume en disant, comme tous les créatifs du monde, Charlie passe 95% de son temps à regarder des images trash sur internet. Et c'est à peu près ça, hein. En tout cas c'était à peu près comme ça. Je vais me charger de Jeff, si vous voulez. Charge-toi de Jeff. Jean-François Marolle, le commercial de l'agence de pub Roche & Wishcraft, pour laquelle travaillent Octave et Charlie. Lui est beaucoup plus pragmatique. Lui, c'est les chiffres, c'est les résultats, parce que son rôle, c'est commercial. Il doit vendre de l'espace publicitaire et des pubs, les pubs des créatifs à des différents groupes, y compris le groupe Madone, qui va être l'antagoniste principal du film. Tout ça. Donc, il porte une cravate. C'est le seul, d'ailleurs, je crois, qui porte une cravate dans l'agence. Un costard 3 pièces, toujours bien habillé. Et il est relié en permanence à sa secrétaire avec son Jeff Phone, son téléphone. C'est très cher et ça rend fou. Voilà. Donc, ça va être le trio qu'on va suivre. Donc, on a les deux gogoles. Oh putain! Oh putain! Oh merde! Oh putain! Depuis le début! C'est pour ça que c'est l'épisode 50. Eh oui, en fait, tout était calculé. Évidemment, V et les deux guignols, vous les retrouverez parfaitement dans Jean-François Marolle, Charlie et Octave Parent. Survolons rapidement peut-être Sophie, le love interest d'Octave. C'est une stagiaire de la compta, non, c'est pas ça? Oui, c'est une stagiaire de la compta. Oui, il va tomber éperdument amoureux d'elle parce qu'il est jamais attiré, Octave, par les gens. Et là, il est attiré. Donc ça match. Ça boum boum. Ah, ça s'en va en l'air à peu près partout, oui. Oui. Ensuite, ça va au resto le soir de la Saint-Valentin. Sophie, elle lui fait un cadeau que Octave, il apprécie pas trop. C'est un test de grossesse positif. Vous voyez les tests PCR, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir le Covid... J'avoue que ça peut déplaire. Et surtout, venant d'Octave, voilà. Et donc Octave
c'est fini et elle disparaît. Exactement, elle sort complètement de sa vie. Et du film. Parce que ça suit la vie d'Octave. Oui, c'est vrai, c'est un lien. La scène où elle lui donne bon, déjà c'est encore très, l'idée est brillante, hein, ça a déjà dû être fait par des centaines de milliers de couples, la femme qui offre enfin, moi je trouve ça génial, offrir le test de grossesse positif comme ça, comme cadeau, je trouve ça plutôt cool, c'est très graphique dans l'idée, c'est très publicitaire en fait. Ça sent le pipi. Mais ça sent un peu le pipi, ouais. Mais c'est après de la façon dont Octave te raconte ça, te dit, et là je lui ai tout, enfin ils sont à table tous les deux et il lui dit clairement, et là je lui ai tout balancé, tout ce que tous les hommes du monde disent dans ces situations-là. Et on va avoir un swap personnage où on va avoir un anglais qui va expliquer que ouais c'est bien mais c'est pas possible, un japonais, un turc je crois, un espagnol, un italien, Un allemand. un allemand, et cette scène elle est géniale, rien que pour ça elle est géniale. Elle est un peu triste hein, évidemment parce que du coup Sophie s'en va de la vie d'Octave et du film, mais c'était cool. Alfred Duller, on en parle d'Alfred Duller? C'est lequel? C'est le méchant CEO là, de Madone? C'est Madone, le directeur marketing de Madone. Celui qui a 12 000 tonnes de yaourt à écouler. C'est ça, le directeur marketing de Madone, c'est simple, vous imaginez un CEO dans n'importe quelle grosse multimilliardaire entreprise. Les mots sont pas dans l'ordre. Ouais, mais on a compris. T'as fait une Kevin. Olive, je te compte sur toi. Et vous avez Alfred Duller. C'est un gars, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est vendre à des ménagères. Les mœurs, il s'en fout. Il est raciste, sexiste. Non, il a dit qu'il était pas raciste. Il est pas raciste. Il est pas raciste, mais il y a trop d'africanité. C'est ça, trop d'africanité dans cette personne. Mais non, je suis pas raciste, mais enfin bon, quand on vendra du Madone au chocolat, pourquoi pas, mais là, non. C'est le connard par excellence qui, tout ce qu'il veut, c'est vendre sa merde et point. C'est très bien résumé par Octave, Ouais. qui dit vraiment un truc genre parfum préféré, Hugo Boss. Costume préféré, Hugo Boss. Poète préféré, Hugo Boss. Ça résume très bien le personnage. Et qu'est-ce que je voulais dire, Nicolas Marié le joue à merveille. Il excelle vraiment dans les rôles de connard de toute façon. J'aime beaucoup cet acteur. Tu sais, Voilà, il dégage vraiment un truc. Oui, il a une gueule Ouais. assez. Puis il a une voix. Il lui fout des claques, tu vois. Non, celui qui a la foutre des claques, c'est l'autre là. C'est Jean-Christian Gagnant. Ah Ouais. oui. Vous avez bien reçu mon mail? Vous avez reçu mon mail de confirmation? Les scènes dans sa famille, à chaque fois où Octave raconte sa vie, c'est Jean-Christian Gagnant, qui est joué par Dominique Bettenfeld, c'est l'assistant du directeur market de Madone, donc du groupe Madone. Tu sens qu'il n'est pas très à l'aise dans ses baskets, plutôt très introverti, tu sais pas trop comment il est arrivé là hein, d'ailleurs, hein. Il a ses initiales sur son attaché case, voilà, et il y a beaucoup de scènes où il est en train de s'habiller, de préparer des choses dans son intérieur, chez lui, avec sa famille, ses enfants, etc. Et c'est souvent Jean Dujardin qui raconte ça, et même souvent Jean Dujardin brise le quatrième mur à ce moment, parce qu'il est là, il est dans la maison, il raconte, alors qu'il n'est pas physiquement présent, hein, c'est une intention de réalisation. Et il est là, il sort des toilettes par exemple, la première fois qu'il le fait ça, il tire la chasse, il sort des chiottes et il explique à quel point ça a dû être très difficile pour Jean-Christian Gagnant ce matin de débarquer comme ça chez Schizophrène Land, chez les publicitaires. C'est plutôt très très cool je trouve. Il nous reste Tamara. Donc ça, c'est une sauce qu'on met sur des blinis. Non, c'est Tamara ça. Ah merde. Mais je confonds tout le temps aussi. Ça s'écrit avec les mêmes lettres. Mais pas dans le même ordre, Kevin. Mais pas dans le même ordre. C'est donc ça. C'est Elisa Tovati. Ouais, c'est la prostituée que Octave ne baisse pas. Oui, c'est vrai. Et c'est la femme de José Garcia dans La vérité si je mens 3. Oh, les références, la vache. C'est celui où ils fabriquent des faux pantalons, là. Il n'y a pas une histoire où ils ont que des demi-pantalons ou un truc comme ça? C'est ça, c'est des trucs de poupée en fait. Ouais. Toi, je sais quand même, je suis un peu l'actualité du film français. Hein. Non, mais Tamara, en fait, elle, pour être moins triste, Octave se paye une prostituée, mais il ne la touche pas. C'est d'ailleurs elle qui se touche toute seule, mais elle doit porter les lunettes de Sophie, le parfum de Sophie, les sous-vêtements de Sophie hein, d'ailleurs, parce qu'elle le lui rappelle et ça lui fait du bien. Mais ça va être aussi l'actrice que, ingénieusement, Octave va faire engager pour le spot publicitaire de Madone. Et ça va foutre le sbeul un petit peu
Dans un circuit qui normalement est bien rodé. Exactement. Et elle va se faire accepter, pourtant elle a un petit peu d'africanité en Oui, elle, hein. mais moins d'africanité que celle d'avant, en fait, c'est ça. Et puis, ça sera retouché en post-prod. Je vois que même si tu l'as vu qu'une fois, Doudou, t'as quand même bien retenu les punchlines. Il y a quand même plein de trucs, j'entends depuis tout à l'heure. Bah, moi j'aime bien les punchlines. Je pense qu'on l'a compris. Les films à punchline, ça m'a bercé depuis mon enfance, même un petit peu trop tôt. Et il y en a certaines qui sont assez marquantes dans ce film. Donc, C'est un film à punchline, hein, comme Oui, tu dis, hein, bah oui. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Je veux dire, ça se pose là, quelque part. Elle est quand même intéressante, cette phrase. après, il y en a un peu moins que dans Shoot 'em Up, Oui, mais un c'est peu pas moins. le même registre. Il y a moins de carottes aussi. Il y a un petit peu moins de carottes, oui, aussi. Oui, c'est vrai. Bon, je vais juste faire un bref résumé de l'histoire et après on va s'accorder, un peu comme on a fait sur Morse, si vous vous rappelez, parce que j'aimerais bien qu'on en parle comme ça, quand on parle plus de la réalisation des intentions, de ce qui vous a marqué, etc. Donc je résume l'histoire en gros, sauf si quelqu'un veut le faire, hein, je laisse la main. En gros, En gros, c'est l'histoire d'un mec. Donc en gros, on va suivre Octave Parango qui se suicide, et au moment de son suicide, sa vie s'arrête, du coup il revit sa Se vie. suicide Ah, il est encore sur le hongrois, lui, d'accord. Ah, je lui fais très mal le scratch. Et là, son administration. Le directeur artistique de son administration, ça fonctionne très bien. Donc Octave Parango va nous raconter que dans son premier acte qui s'appelle Je, que c'est un connard fini qui travaille dans la publicité, qu'il va être confronté au directeur marketing de Madone, donc comprendre Danone, hein, en fait, un gros groupe laitier, de produits laitiers. Il propose une publicité qui est très originale et qui est plutôt drôle, que le directeur market refuse en disant non mais les gars, c'est débile votre histoire, vous rebossez tout ça. Donc il s'enfile encore plus de drogue, il se fait plaquer par sa nana, donc il tombe de plus en plus dans la dépression. Jusqu'à faire un AVC, enfin une overdose. Suite à ça, la nouvelle campagne de publicité est décidée, puisqu'ils ont fait la pousse de dernière minute avec Charlie, ça c'est très très bien. Ben voilà, ils ont fait une pub standard que tout le monde voit tous les jours à la télé dans le vrai monde. Ils partent tourner ça à Miami, mais pas complètement, puisqu'ils tournent une version aussi alternative, et puis c'est cette version alternative qui sera diffusée pour la grande première de cette nouvelle campagne de publicité, qui est juste une publicité ultra trash. Il s'en va, il part vivre, je sais pas trop où, dans les îles, en Nouvelle-Calédonie, quelque part là-bas, loin. Martin, tu nous diras. Merci, je t'aime. Alors là, c'est la fin alternative que tu décris. Là, oui, c'est la fin alternative. Je skip tout ça parce que j'aimerais qu'on en parle de cette idée de fin alternative. Et donc il se prend pour un chasseur, mais il ne chasse rien du tout. Il mange une racine, il tombe malade, il est sauvé. Sophie revient, elle le prend dans ses bras, et en fait c'est la fin du film qui commence comme le plan d'ouverture où un couple se faisait un câlin sur l'affiche des produits pétrochimiques français. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Voilà. oui, donc alors cette picture movie. Alors moi, j'aimerais qu'on parle de l'iconographie picturale. Olivia M, elle est pour toi. Po po po. Parce qu'à un moment, il est en Jésus avec ses apôtres. Ah oui, tout à fait. Il y a une réunion. Il y a la première réunion À 23 Madone. minutes et 15 secondes. Waouh, putain, le mec a bossé quoi. Octave, t'es foncé là. Octave, t'es foncé. Octave est complètement déconnecté et il se voit, lui en Jésus, et ça reproduit la scène de Vinci en fait avec tous les... Pas le fleuve. Hein. Pas le fleuve, pas cette scène-là, l'autre scène. Et on le voit avec tous les intervenants qui sont à cette réunion, donc le directeur market, le machin, l'adjoint market, blablabla, tout ça reproduisent la scène. Et après il revient à lui et commence à présenter la publicité. Est-ce que vous trouvez justifié, parce que j'ai vu ça dans pas mal de critiques et d'articles de Exactement. du film. Ouais, Moi, je suis d'accord avec moi, hein. Oui, Ok, exactement. bien sûr. Et 99 francs de Yann Kounen a souvent été qualifié de Fight Club à la française. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Ouais, je comprends. Ça a le même, en fait, le même délire un peu psyché, un peu dynamique qu'il y a déjà dans Fight Club. C'est carrément repris là, autant dans le montage que dans l'image, parce qu'on est dans un univers très réel et à la fois très décalé par ses personnages. Et le truc qui est pareil autour de la société, dans une ambiance très similaire, même si l'ambiance de Fight Club est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, et que là on est beaucoup plus dans un côté de la drogue. Mais en soi, dans Fight Club, pourquoi ne serions-nous pas dans un côté de la drogue? Je veux dire, c'est un des sujets du film aussi. Ouais, l'idée générale de réalisation est
on va dire, est très inspiré, je pense. Oui, moi je l'ai ressenti quand j'avais été le voir au cinéma avec ma copine Cerise. Ça Obama. s'invente pas. Non, arrêtez avec ça, bordel. Elle était brune, ma Cerise, elle était brune. Ah, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire au tout début du film, quand il se réveille d'une sauterie qu'il a fait, Octave Parent la veille, il a son bad, il vomit dans une baignoire et après il s'habille. Et il explique qu'il s'habille en étant toujours en avance sur vous, donc sur nous, hein, le public. Et au moment où il enfile ses vêtements et que tu as différents swaps vêtements qui se font en temps réel sur lui, tu as le détail des affiches du prix en fait, un peu comme la scène avec Edward Norton dans Fight Club quand il parle de son catalogue Ikea, où il avance dans son appartement, etc. T'as tout ce qui est voix off aussi, les voix off ultra descriptives de Jean Dujardin qui parlent directement aux spectateurs, qui sont les mêmes que les voix off de la tête d'Edward Norton, qui parlent également aux spectateurs directement, et toujours voilà, dans cet univers où il n'est pas seul, mais en même temps voilà, il est dans son monde et il est sur sa planète, il est un peu différent, on va dire. Oui, et puis les deux films critiquent aussi la société. Ah oui, voilà. c'est deux grosses critiques de la société de consommation, en plus que vraiment une critique sociétale profonde sur le mal-être, blablabla, c'est plus sur la société de consommation. Dire que c'est le Fight Club à la française, enfin, t'as deux perceptions. Soit ça peut être une qualité, en vrai, ça peut être une éloge, ou soit le mec qui a écrit ça n'a pas aimé Fight Club et donc démonte le film avec cette phrase, mais moi j'ai plus envie de le voir comme une qualité, comme une éloge. Ça a souvent été plutôt utilisé comme un éloge, hein. C'est quelque chose de positif en fait. C'est le Fight Club à la française, essentiellement, même pas tellement dans le propos de ce que j'en ai lu, mais plus vraiment dans la réalisation de Yann Kounen. D'ailleurs, pour revenir à cette scène où Octave s'habille, et donc on a le prix de ses vêtements qui s'affiche sur l'écran, etc. Donc quand il sort de son dressing, il sort du champ, les murs de son dressing s'effondrent, et derrière on a des images de la réalité de ces fringues qui sont fabriquées par des petits-enfants en fin fond de l'Inde ou de l'Asie, etc. Donc on a des images qui sont souvent très dures, qui viennent ponctuer régulièrement comme ça le récit en fait du film. Les abattoirs, quand ils vont parler de viande et de l'alimentaire, etc. Ça je trouve ça en trop. Les abattoirs vraiment elles sont dures, hein, c'est super dur. Bah surtout que c'est les pistolets à air comprimé là. Oui, pour les bovins. Ouais, on voit donc des bovins se faire tuer. Et j'avoue que c'est assez trash quand même. Et on voit pas que ça, on voit aussi de la chirurgie physique, on voit la graisse des fesses humaines, découpées, tout ça dans la pub finale. Des petits Africains, parce que c'est souvent des petits enfants noirs qui crèvent la dalle, mais bon, ouais, ça... on voit aussi ça, mais... Il y a plein... En fait, ce film est bourré d'intentions de réalisation. Ce que je disais au début, c'est que Octave, quand il meurt, se revoit en disant très jeune déjà, j'étais attiré par les images sophistiquées. Et on a un flashback de lui en train de se masturber, jeune, aux toilettes. Jeune, mais quand même joué par Dujardin, hein, avec un appareil dentaire et les cheveux bouclés ridicules. Et il se masturbe, on voit les images sur lesquelles il se masturbe. Et alors oui, c'est des images noir et blanc de genre pub de parfum, etc. Mais c'est déjà l'actrice qui joue Sophie qui est dans le magazine. Et cette Sophie, on va la retrouver dans toutes les affiches publicitaires qui vont traverser le film. Ne serait-ce que quand Octave se présente en roulant dans sa bagnole au début du film, qui te balance un pitch genre « Moi, je vous drogue à la nouveauté, je suis payé pour vous vendre des choses que vous ne posséderez jamais, etc. » Tu as des images dans le fond, genre un Nokia 3210 qui était très à la mode à ce moment-là, donc une pub pour Nokia et tout, et qui est chevauchée par une mannequin, et c'est encore Sophie. Elle est absolument partout avant même qu'elle soit présentée au spectateur. Et j'avais pas vu ça au cinéma, je l'ai vu après quand j'ai acheté le film, etc. Bref. Et j'avais été bluffé par ça. Oh putain, en fait c'est trop bien. Vous voulez parler de la... Derrière chaque pub de merde, il y a une bonne idée foutue à la poubelle. Tout ça parce que tout le monde, moi compris, se fait dans la culotte. La pub qui présente au début chez Madden, et qui va être refusée par le directeur marketing de Madden, vous en avez pensé quoi ? Moi, en vrai, je la trouve ultra drôle. Moi aussi, je trouve qu'elle est très drôle. Elle est ultra décalée, elle est ultra drôle. Après, je comprends aussi l'avis du connard. Que c'est pas son cœur cible. Mais elle est ultra cool parce que, pour la raconter un petit peu, on voit donc une plage paradisiaque, 2 mannequins qui courent. Et donc jusque-là, tu te dis, bon, encore un truc un peu beauf. Et là, elles vont commencer à parler d'équations physiques, mathématiques. Personne ne va capter en fait ce qu'elles disent.
tout simplement. Et elles vont commencer à faire des équations sur le sable. Et genre, ça va finir Très en légèrement mode... cambré. Oui. Elles sont très légèrement cambré pour Après, dessiner sur le sable. elles sont en maillot de bain quand même. Et en gros, c'était Starlight pour devenir... Enfin, c'est pas pour devenir intelligent. Pour rester mince, sauf dans sa tête. Ouais, voilà. Et je trouve que elle est vachement... Le slogan est ouf. Enfin, elle est mortelle, cette pub. Mais je trouve que ce qui est assez marquant surtout, c'est de se rendre compte que la raison pour laquelle tu peux trouver ce genre de pub, enfin insultante dans un monde réel, c'est exactement parce que toi tu trouves ça insultant, parce que tu ne comprends pas, et c'est ça le génie de la pub, tu ne comprends pas que ces deux mannequins puissent avoir une once d'intelligence. C'est dit clairement dans la pub, mais le fait que tu trouves ça insultant, c'est parce que toi-même tu te dis c'est impossible que ces filles-là aient cette intelligence, donc ils se moquent de ça. Et du coup tu te prends un revers dans la gueule quand tu te rends compte de ça. Et c'est là en fait que je trouve le génie de la plupart en fait, enfin de presque tout le film, c'est qu'à chaque fois tu vas trouver quelque chose un peu insultant, un peu décalé, et que tu le rapportes au réel, tu te dis qu'en fait c'est ça, et c'est juste que t'es conditionné à vivre et à voir ça tout le temps, et que cette pub comme une autre en fait, si tu trouves ça insultant, c'est simplement parce que toi aussi t'es insultant, et parce que c'est comme ça que vit notre pub et notre société. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti plus cette pub, c'est un revers de la gauche. Et c'est intéressant de la mettre en parallèle avec la pub qui vont sortir au final. Donc Duller, le directeur market de Madone, dit non, mais ça, c'est une blague qui vont faire rire vos trois potes le lendemain matin à la machine à café, mais ça va pas parler à la ménagère. Moi y compris, hein, ça me fait rire parfois vos blagues. Mais moi, ma clientèle, c'est la ménagère. Du coup, c'est un peu ce qui balance, en décrivant la ménagère, qui a les mains dans la merde, qui a son mari qui boit, et que quand elle va faire les courses, qu'est-ce qui va la faire acheter Starlight. Et l'intrigue du film va être un peu basée là-dessus. Les deux créatifs, Charlie et Octave, doivent donc revoir leur copie, cette pub qu'ils ont présentée part à la poubelle, et il faut qu'ils en produisent une autre. Et cette autre pub va être nommée par Octave la bouse de dernière minute. Et là aussi, le travail des créatifs est juste génial dans leur rédaction de la pub qui vont à la fin, enfin qui va être tournée à la fin, la pub qui est choisie validée par Madone. Elle est géniale parce qu'ils te la sortent vraiment en quoi 30 secondes d'image. Bah c'est ça, c'est du ping-pong de punchline. C'est vraiment tac tac, il y en a un qui parle, l'autre qui parle, et à la fin C'est un il peu ça, c'est genre, j'ai plus le truc précis, mais c'est genre une jeune femme, ni blonde ni brune. Brune. Et l'autre il dit châtain, brune. Et parce que t'as Jeff qui est en face, et tout ce qu'il va dire, ils vont prendre le contraire, tu sais, parce que c'est pas un créa, tu vois ce que je veux dire. C'est un commercial, Jeff. Ah il ouais. des petits pas de danse en tutu. Non, en petit haut Chantal Thomas. Je prends. Non mais le pire c'est que c'est donc la pub finale qui va être décidée et acceptée par le directeur de Madone, c'est une pub qui te fout, enfin moi personnellement ça me fout les jetons parce que c'est une pub qui est décrite comme elle va être, donc décrite d'une façon horrible en fait, zéro respect hein, dans le matière de la personne humaine, de la femme, tout ça. Et en même temps, c'est les pubs que tu vois tous les jours chez toi quand tu allumes ta télévision. Et tu te dis quand même que ce qui est incroyable, c'est que c'est horrible comme pub et les personnes qui pensent ces pubs qui existent pensent à ça comme ça. Et tu te dis mais comment on peut encore penser comme ça aujourd'hui? Parce que prise de risque de la part des non-créatifs, donc les compagnies qui font appel à des maisons de création, des agences de pub, ils font appel à eux parce qu'ils n'ont pas d'idée. C'est l'idée du film aussi, hein. C'est d'ailleurs dit par Octave, ils font appel à nous parce qu'ils n'ont pas d'idée en fait, ce ne sont pas des créatifs. Mais ils ne veulent prendre aucun risque. Il faut faire la même pub qu'avant, en fait, c'est systématiquement, il faut toujours refaire la même pub. Mais je suis désolé, hein. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Mais la pub qu'ils font à la fin à Miami, là. Elle est géniale. Non, je parle pas de celle-là, je parle de celle validée par Elle est Madame. ridicule. Mais à quel moment la ménagère, donc la ménagère, son public cible, va s'identifier à à Tamara là? Ah bah nulle part. Ah bah oui, c'est parce que juste il veut se la taper. Quand on dit il veut se la taper, c'est Alfred Duller, le directeur marketing, hein, qui tombe un peu sous le charme de Tamara, la prostituée que Octave ne baisse pas. Il y a l'idée de la pub originale avec les deux mannequins qui ont des réflexions métaphysiques sur la mastication, etc., qui n'est pas validée. Il y a la pub en petit haut Chantal Thomas qui est validée et qui va être tournée à Miami, mais Octave décide de garder le chef-op et le réalisateur 10 minutes pour tourner leur version de la pub,
qui va être une version éclatée au sol, évidemment. Est-ce qu'on peut en parler de cette pub, du coup? Et c'est la pub qui va foutre la merde chez Madone, parce qu'elle va être... comment dire, Octave prend, il contacte le FAP, je sais plus comment il s'appelle, enfin le comité anti-pub, un groupe dissident obscur qui se bat contre la publicité. Et Jean-Eudes, qui travaille chez TF1, va pouvoir mettre la cassette au moment de la diffusion de la première diffusion de la publicité, le lancement de la campagne de Madone. Et on va avoir une pub légèrement différente de ce qui était prévu à la base. En gros, la pub, c'est tu prends l'idée de base de Tamara qui fait sa ménagère, qui bouffe du yaourt. Et puis en plein dedans, tu balances Jean Dujardin qui t'explique que en gros, bah faut écouler les stocks et que du coup c'est pour ça que tu vas acheter Madone, parce qu'en vrai, bon bah on s'en fout, c'est dégueulasse. Il en met partout sur Tamara dans un clip presque érotique, pornographique. Hein. Il mime du sexe au milieu d'un bain de yaourt, hein, clairement, voilà, c'est ça. Hein. Et tout ça entrecoupé de magnifiques images de gens qui crèvent la faim, d'images d'opérations chirurgicales et physiques sur des êtres humains, d'images d'abattoirs, de têtes de vaches coupées ou de vaches qui se font pistonner. Bref, et quand je dis pistonner, hein, je parle pas du monde du ciné, non, je parle du piston qu'on te rentre dans le crâne pour t'assassiner. Voilà, et tout ça sur TF1 à 1 heure de grande écoute. Et c'est absolument génial. Et le mot de la fin, c'est vraiment Madone, avec un énorme euro. Achetez-le, sinon ça se vendra pas. Et blam, un pied qui écrase le pot de Madone. Donc le moment du packshot, ça s'appelle le packshot, c'est vraiment photo du produit qu'on doit te vendre dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur éclairage possible, qui est juste écrasé d'une manière complètement nonchalante. Elle est top. Cette Et pub. honnêtement, c'est la meilleure pub du monde. Tu peux pas faire mieux. Et en plus, Jean Dujardin Octave se permet en plus de balancer des chiffres dans ce spot de pub. Il dit, vous savez combien ça coûte 30 secondes du cerveau des gens à 1 heure de grande écoute? 400 000 balles. 400 000 balles. Hein, alors comment on fait pour payer, nous, nos cadres, nos dirigeants, tout ça? Alors on enfile son petit manteau, on met ses petites baskets et on file ça acheter Starlight. Et après, voilà, t'as l'avalanche d'images dégueulasses qui en suivent. C'est absolument génial. Et puis, c'est pas que ça, là tu parles de chiffres, mais on parle aussi de chiffres à la fin du film, avant le crédit de fin. Ceux-là, ils sont durs aussi. Hein. Où on t'apprend que 500 milliards de dollars utilisés annuellement dans la pub. Oui, et que 10% de cette somme suffirait à réduire de moitié la famine dans le monde. Voilà, c'est fou. Et sauf que ça, c'est pas des chiffres en mode on te balance des chiffres comme ça dans un film pour te faire marrer. Ça, c'est des chiffres on te balance à la fin du film pour te dire regarde ça. Tu vois le film que tu viens de voir? Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est un truc qui est pas fait souvent dans un film, surtout un film comme ça, qui est globalement pas facile et plutôt... c'est satirique complètement, mais avoir une stat comme ça à la fin qu'on te balance à la gueule, encore une fois, c'est une grosse claque dans la gueule et c'est... C'est ce pourquoi ce film a été fait. Si cette satire, elle se finit pas comme ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Bon, déjà que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais ça appuie la satire, en fait. Sans ça, moi, j'aurais l'impression qu'il manque quelque chose au film. Oui, bien sûr. Ça va me permettre de rebondir un peu sur, justement, on parlait tout à l'heure de cette... Et voilà, de cette fin alternative. C'est-à-dire que le film nous offre une première fin qui va se terminer par le début du film. J'explique. Ils viennent de tourner leur pub à Miami et du coup ils se retrouvent tous les trois dans l'acte 4, puisque l'acte s'appelle Nous. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle de ça. Donc il y a Tamara, Charlie et Octave qui sont en bagnole en train de rouler dans Miami. Ils se font intercepter par un dealer qui leur propose un cocktail explosif de kétamine et de datura. Et donc sous forme de petites gélules, ils en prennent une chacun. Et alors là, ça part dans un trip complètement psyché, halluciné, à moitié dessin animé. Ils renversent des gens. Mais vraiment, les gens explosent au format dessin animé. Ils ont du sang partout, ils sont poursuivis par les flics. Et ils se réveillent dans un avion. En gros. En gros, ils se réveillent dans un avion. Avec Jean Dujardin du sang partout sur sa chemise. Il y a une ellipse. Et ils ont accepté, Charlie a accepté pour eux une offre qui venait d'être faite à leur boîte de pub. Ils sont devenus directeurs de création. Donc maintenant, c'est eux qui vont diriger les créatifs de la boîte de pub. Et à ce moment-là, les flics français arrivent parce que ils sont accusés et recherchés pour meurtre à Miami. Jean Dujardin s'enfuit, se retrouve sur le toit de l'immeuble et on se retrouve au début du film. Il pleut et il va sauter dans le vide. Et il saute dans le vide d'ailleurs et il s'écrase sur la bagnole d'Alfred Duller. Et je pense que Kevin, tu avais quelque chose à dire au sujet de cette scène en dessin animé. Tu m'as dit tout à l'heure qu'on enregistre. Moi, je l'aime pas du tout.
Alors développe, s'il te plaît. Voilà, c'est tout, fini. Ce masque. Je l'aime pas du tout. Non, mais je trouve qu'elle en. Enfin, c'est fait exprès hein, qu'elle soit en totale déconnexion par rapport au propos qui est amené à ce moment-là, parce qu'on parle quand même de meurtre, hein, enfin, involontaire, mais quand même, sous l'emprise de l'alcool, enfin de la drogue, mais je la trouve longue. En plus, c'est ce côté dessin animé entrecoupé d'images réelles, redessin animé, re-images réelles. Ouais, ça m'a perdu là. Moi, j'ai vraiment pas apprécié ce. T'as jamais pris de datura dans ta vie hein? Non, bah non, parce que moi je me drogue pas. Mais donc voilà, tout simplement. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça très long. Et ouais. Voilà. La scène n'est pas longue. En vrai, la scène n'est pas si longue que ça. Elle doit faire 1 minute 30, je dirais, à partir du moment où ils gobent leur gélule. C'est très Mais, long, 1 minute 30. Dans le cerveau de Kevin, ça peut sembler très long. Et je comprends qu'elle soit à gêne, hein, cette scène. Moi, elle me fait rire maintenant, surtout quand le bébé explose. Quand il renverse le landau et que le bébé vole au-dessus de la voiture au format donc dessin animé, et que tu as tous les organes qui en sautent, qui en sortent du bébé, ça me fait beaucoup rire. Parce que j'aime pas les enfants. La scène me gêne complètement en vrai. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une idée super originale, mais en même temps, je la trouve. Je la trouve très 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 violente dans un film comme ça où bon il y avait un peu de violence mais c'était plus ou moins décalé. À partir de cette scène le film c'est une chute hein, jusqu'aux entrailles de la terre hein. Mais à partir de là tu te rends compte qu'en fait là c'est un film qui va te choquer parce que on te montre des images de dessin animé, mais derrière les images de dessin animé, il faut bien s'imaginer que l'histoire te raconte ce qui se passe vraiment. Le bébé qui vole et qui se fait exploser en 1000 morceaux, il faut que tu t'imagines bien que c'est un vrai bébé qui vole et qui s'explose en 1000 morceaux sûrement. Et je trouve ça hyper choquant et... Bah ça dédramatise totalement la scène. Et bah pour moi pas du tout, je trouve que ça la rend encore plus dramatique, bah moi, c'est très étrange. Pas du tout. Le fait que ce soit que tout soit en image en dessin animé, je trouve que ça casse le côté grave du truc. Moi j'ai l'impression que ça le renforce parce que... Moi je le ressens aussi comme... Enfin ça le dédramatise. Mais j'entends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde par contre. Voilà, et après chacun son ressenti. Mais c'est intéressant ce que tu dis Vivien, le côté justement que pour toi ça appuie en fait sur quelque chose qui est déjà dramatique, ça le rend encore plus dramatique. Ouais c'est ça. Du coup, arrive ce moment étonnant et au cinéma j'étais un petit peu secoué. Enfin voilà, on arrive à la fin du film où Octave Parango se jette dans le vide. Entre-temps, en plus, il a reçu un appel du téléphone de Sophie et il a les parents de Sophie au téléphone juste avant de sauter dans le vide et que les flics viennent les chercher à leur agence de pub. Les parents de Sophie comprennent pas tous les messages qu'il a laissés sur le téléphone de Sophie qu'on voit pas, hein, tout ça c'est ellipsé. Et les parents de Sophie lui disent mais Sophie elle s'est suicidée avec son ami Marc. Marc était l'ancien directeur créa de la boîte. D'ailleurs l'image est très jolie parce que c'est mis en image leur suicide et ils se tirent tous les deux une balle dans la tête. Ils s'allongent sur le sable, donc Marc et Sophie, comme la série et tout, pour les vieux ça. Ils se tirent une balle dans la tête, ils tombent dans le sable et ils ont chacun un t-shirt blanc, l'un avec écrit good, l'autre avec écrit bye. Et donc ça fait goodbye. Même la mort est très esthétisée dans ce film. Directeur créatif, les initiales de directeur créatif ça fait DC. C'est ce que dit Octave quand il parle de la mort de Marc, justement, qui est le directeur créatif. Marc Non, pas celui-là. Ah. un autre Marc. Et on arrive donc à un moment où, au cinéma, tu as un écran blanc qui te dit vous faites partie d'un panel sélectionné de spectateurs pour visionner une fin alternative du film. Et donc là, on se retrouve dans l'avion, juste après qu'ils aient massacré des gens, mais en fait, non. Tamara explique que les deux gogoles, les deux guignols ont pris leur dragée en même temps. Et ils se sont endormis direct et ils ont juste fini leur course dans un talus. Voilà. Et du coup, ils sont vivants. À ce moment-là, ils sont très beaux à l'intérieur, mais très moches à l'extérieur. Et ils se font un bisou. Et on a Bec BD qui passe déguisé en hôtesse de l'air pour leur proposer des amuse-la-bouche. Parce que pourquoi pas, c'est comme ça. Et va s'en suivre donc la fin que j'ai racontée tout à l'heure, où Octave se décide de disparaître parce que la vraie pub va être diffusée, enfin la vraie fausse pub qu'ils ont tournée va être diffusée, et du coup, lui, il faut qu'il parte parce que sa tête va être mise à prix. Il fait exploser sa voiture, alors ça par contre j'ai trouvé de trop. Ouais. Bah oui, ça fait vraiment film d'action là. Alors là, c'est vraiment c'est ça. Ouais, c'est le mec et dos à lui, 15-20 mètres derrière, il y a sa voiture, il appuie sur un détonateur, ça explose.
Tu dis ok. Non, mais ce qui est très étrange en plus, c'est que dans cette scène. Après, moi j'ai une autre interprétation de toute cette seconde fin. Mais dans la scène où la voiture explose, il y a des gens devant la voiture. Donc ils explosent aussi. Bref. Et je trouve ça très étrange par rapport au message que voudrait faire passer l'esprit d'Octave à travers cette scène. Enfin, j'en parlerai peut-être après, si j'ai le temps. Oui, mais alors voilà, cette scène, voilà, elle est entre pourquoi faire exploser sa voiture, ça fait une belle image, certes, mais ouais, alors en plus, Octave est déguisé en Magnum à ce moment-là, hein, c'est-à-dire chemise à fleurs, moustache et lunettes de soleil. Il prend un avion pour partir sur les îles là-bas, tout ça. Et c'est intéressant. D'abord, ils mettent la pub. Et d'abord, c'est ça, tout à fait. On voit la pub Madone. Arrivé à l'aéroport, il est dans le carré VIP, première classe ou business class, je sais pas quoi. Il s'installe sur un fauteuil face à une énorme télé, où des gens regardaient la télé, mais lui, il change de chaîne puisqu'il s'en bat les couilles. Il change de chaîne juste au moment où la pub va être diffusée. En parallèle de ça, tu as le directeur market de Madone et Tamara qui sont à la tour d'argent, avec en plus le directeur tout court de Madone, le CEO de Madone, je crois, devant un écran où va être diffusée la pub. Et ça aussi, c'est super bien fait, je trouve, parce que tu as Jean-Christian Gagnon qui est chez lui avec sa famille, qui s'apprête à regarder la publicité aussi. Et il y a encore Jean Dujardin qui est chez lui. Qui joue le rôle de sa femme. Jean Dujardin est partout, hein. Il joue le rôle de la femme, il joue le rôle du majordome, et il joue le rôle du McDom dans l'aéroport. Et j'aime beaucoup vraiment le moment où il joue le rôle de la femme de Jean-Christian Gagnon, qui se met derrière lui, du coup, pour lui masser un peu les épaules, lui dans son fauteuil. La caméra remonte, on voit que c'est plus sa femme, mais c'est Jean Dujardin qui est derrière lui et qui met un masque d'aviateur et qui grince très très fort des dents en même temps que la pub est diffusée. Et l'image, elle est juste incroyable, je trouve. Ça fonctionne super bien. Et lui, en plus, Octave a les réactions des personnes qui étaient dans le carré VIP, qui ont vu la publicité, des étrangers, hein, ça parle pas mal anglais, qui disent d'ailleurs, mais c'est la meilleure pub que j'ai jamais vue, le mec va gagner la Palme d'Or, blablabla. Et moi, je suis désolé, le mec qui est le stagiaire qui envoie la pub, c'est Vivien. Avec un bonnet péruvien. Avec un bonnet péruvien. Tu nous avais caché ça, Vivien, c'est pas cool quand même de pas nous le dire que t'as joué dans le film. Ah, putain, déjà c'était l'Oscar la semaine dernière dans Morse. T'as une dans le cinéma depuis combien de temps? Ouais, t'as une sacrée carrière, mon loustique, hein. Qu'est-ce que tu parles bien le suédois en plus, c'est incroyable. Et on en a terminé, en tout cas pour ma part on en a terminé, on va pas revenir sur la fin alternative. Après toi tu voulais en parler, hein, donc je te laisse la parole bien sûr. À la fin, Octave s'exile sur les îles, il va rencontrer des indigènes et il va vivre là-bas, revoir Sophie et sa fille. Et on se rend compte qu'en fait, le câlin qu'ils font, c'est le câlin qu'on voit au début du film sur l'affiche, et que Octave est en train de se suicider au bord de l'immeuble. Cette fin alternative, alors vous appelez ça une fin alternative? Parce qu'elle est présentée comme ça. Oui, elle est présentée comme ça, mais on est d'accord, c'est pas une fin alternative. C'est juste l'esprit d'Octave qui une fois qu'il a sauté et qu'il voit cette affiche, s'imagine sa vie, s'imagine la vie qu'il aurait eue s'il n'y avait jamais eu le drame à Miami, et s'il avait pu vivre tout ça tranquillement, si Sophie était vivante, ou du moins s'il n'avait jamais appris sa mort, tout ça, pour moi, c'est tout ce que Octave s'imagine durant sa chute, en plus de ce que Octave nous racontait depuis le début du film, du coup. C'est ce que Octave s'imagine durant sa chute, qui aurait pu se passer s'il était dans un monde où tout se passait bien, et où, comme il l'avait dit dans l'intro, au contraire de ce qu'il avait dit dans l'intro, où il ne bousillait rien, où il embellissait le monde. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Pour moi, je l'interprète pareil, hein. Cette fin alternative ou sublimée, en fait, c'est la fin qu'il aurait aimé avoir. Moi, je suis pas d'accord. En rendant le monde meilleur. Ah! Mais juste parce que j'avais envie de dire que j'étais pas d'accord, parce que si on dit tout le temps on est tous d'accord, c'est pas très marrant. C'est vrai. Alors, qui a envie de dire « Je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas » Personne? Ok, je vais le faire. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais Mais enfin, monsieur Gérard Majax, enfin. Regardez, j'ai imprimé ce tweet. Tellement de mèmes possibles. Moi, je l'ai trouvé très longue, cette fin alternative. Moi aussi. Alors, c'est marrant au début de le voir arriver comme un conquérant dans sa pirogue sur les bords de mer du Nil, et de se rendre compte lui-même qu'il n'est pas fait pour ça, tellement. Hein. Il essaie de chasser, mais du coup, il se fait chasser de la forêt en 2 secondes parce qu'on l'entend juste grogner quelque chose. Sa cabane, elle se casse la gueule. Sa cabane, elle se casse la gueule. Il mange une branche, une racine de manioc ou je ne sais quoi. Finalement, il finit. Il a la chiasse. La chiasse à peu près partout, et il est sauvé par des locaux, hein, au final.
Donc, mais oui, ça traîne un peu en longueur. Et pourtant, j'ai été touché par la fin quand tu vois Sophie revenir courant avec la gamine dans les bras, qui est étonnamment grande, hein, la gamine, par contre. Mais t'as aucune. Enfin, le Il n'y a temps. aucune Dans, timeline. ouais, dans ce film, tu sais pas, ça peut se passer en 3 jours comme en 6 mois. Donc, On va aux conclusions? Ouais. on va. Allez, on y va. Tic, 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 Allez, tic, 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 tic. il faudra trouver de meilleurs bruitages que ça. Je fais du cheval. Bref, Vivien, youhou! Oh, j'ai un serpent dans ma botte. Bref, Vivien, conclusion. Allez, bah Conclusion. Alors, j'aime beaucoup ce film. Je trouve que son décalage est juste magnifique. En revanche, je n'ai pas eu l'envie de le regarder plusieurs fois. Et je pense que j'aurais du mal à le regarder là tout de suite. Parce que ce film m'a étrangement, pas traumatisé, mais dérangé très profondément. À un point tel que j'avais l'impression de voir en image les cauchemars, les meilleurs ou pires que je faisais, et que la nuit d'après avoir vu ce film, j'ai fait un cauchemar où justement une personne que je connaissais se suicidait un peu, et je la prenais un peu de la même façon que dans ce film pour Sophie. C'était très étrange comme expérience parce que c'était très réel dans ma tête, et ça m'a complètement traumatisé et empêché de dormir le reste de la nuit. Donc c'était spécial. Est-ce que c'était forcément à cause de ce film? Je sais pas, mais est-ce que ce film y était pour quelque chose? J'en suis sûr. En revanche, il est incroyable. Et j'aimerais... enfin, c'est un film à voir, je pense, dans tous les cas. C'est un film français qui est absolument génial. Et si vous l'aimez pas, c'est pas grave, mais regardez-le. Je pense que vous passerez quand même un moment très intéressant. Je tiens juste comment dire, à surligner une scène que je trouve incroyable. C'est au milieu du film, lorsque Octave va faire un pire qu'un bad trip, en fait, il va faire une overdose. Il va passer dans le monde de la pub physiquement, un monde complètement irréel, et toute cette scène où il passe dans des pubs, dans une pub Kinder comme on avait parlé, dans une pub pour Ross & Witchcraft, dans une pub pour du papier cul qui sent bon, enfin bref, toute cette scène jusqu'à je sais pas si c'est une référence, mais t'as un fœtus, un bébé fœtus géant dans l'espace, un peu comme dans 2001, tu vois. Toute cette scène, je la trouve incroyable parce qu'elle est dans un autre univers, tu vois. C'est une backdoors, c'est vraiment génial. Si vous connaissez les backdoors, la scène notamment sur Kinder va beaucoup vous y faire penser. Et voilà, je vous invite à regarder le film, ne serait-ce que pour cette scène, c'est très marrant, et pour toutes les scènes du film en vrai. Merci beaucoup, Vivien. Doudou? Bah, moi, comme vous avez pu l'entendre tout au long du podcast, j'ai pas aimé. J'ai passé un très très mauvais moment à le regarder, et ça sera tout. Ah non, c'est pas vrai. Enfin, c'était un film que j'avais vu il y a fort longtemps. Dans une galaxie Fort lointaine. Et, et j'en avais des mauvais souvenirs. J'avais pas dû le regarder dans de bonnes conditions, ou peut-être que j'étais pas encore assez éveillé pour pouvoir apprécier ce genre de cinéma, bien sûr, apprécier bien la sûr. satire qui en découlait. Mais non, mais vraiment, quand Olivier a annoncé 99 francs, j'ai fait oh, putain l'enfoiré. J'ai envoyé des messages, j'ai dit putain, fais chier quoi. Moi, j'ai passé un mauvais moment, ça va être une chasse. Voilà, donc là, je l'ai revu hier. Bah, ça a été, en fait. Bah, je pense que ça s'est entendu, hein, pour avoir percuté autant de références en un seul visionnage, c'est qu'il m'a impacté. Après, moi, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui est satire et tout ça. Et j'avais peur que ça me fasse un peu comme Idiocratie. Dans mes souvenirs que Idiocratie, j'adore le propos, la forme un peu moins parce que c'est très pipi caca. Et j'avais peur que ça soit ça. Bon, là, beaucoup moins. Là, j'ai quand même quelques... je trouve qu'il y a un peu trop de beaufries dans ce film. Et moi, c'est pas un truc qui me fait forcément rire, ni ne serait-ce que la scène de la branlette au début. Ouais, je peux comprendre le propos, mais que voilà, qu'à la fin, t'as des jets de... Oui, ça, c'était trop. De Les jets de trucs, sperme. de sperme sur la photo d'un Yorkshire.
Ouais, voilà quoi, ok, d'accord. Mais c'est une critique sociétale de l'Empire britannique, voyez. Ouais, peut-être. Ouais, mais hein. continue de te branler, toi, c'est bien. Et donc, ça, ou quand, tout au début de une des premières scènes, quand il se réveille dans son loft parisien, où genre il sniffe un truc, oh c'est de la merde. Il y a deux, trois trucs, moi je trouve ça un peu trop too much en fait. Mais dans l'ensemble, le film est cool. Il se laisse regarder, il dure 1h40, mais 1h20 on les sent pas du tout passer. Ça va à une vitesse folle, comme le rythme en fait, comme le nombre de punchlines. Les personnages sont pas attachants, mais on apprécie les suivre. Surtout ce duo Octave-Charlie, qui est vraiment à mourir de rire. Et voilà en fait, après faites-vous votre propre avis. Et puis surtout, je pense que c'est un film à voir au moins une fois pour comprendre son propos et le ressentir. Je peux comprendre qu'il plaise pas à tout le monde. Mais comme quoi, des fois, se refaire un avis, revoir quelque chose qui nous avait peut-être laissé un peu pantois, peut être une bonne expérience. Merci beaucoup, Doudou. Et Mais de putain, ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que quand j'ai annoncé le film, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et j'ai changé mon fusil d'épaule au dernier moment pour balancer 99 francs. Et son à la fin de morse, on disait long. J'ai 2-3 messages, on en avait parlé plusieurs fois de 99 francs. J'avais émis le souhait, je lui avais dit celui-là, il arrivera un jour parce que je veux vraiment en parler. C'est un film que j'aime beaucoup. Et il était pas très chaud, Doudou. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'il ait mis de côté sa non-envie parce que mauvaise expérience. J'aurais pu Au final, poser un le film. veto, je l'ai pas fait, et tant mieux. Bon, après le veto, il aurait pas été accepté comme toi et là, on est d'accord, mais Voilà. j'aurais pu tenter un truc. Ah, ça va, t'es encore là-dessus. Oh là là. J'y serai jusqu'à la fin de ma vie, ok? Bon, je vais donner ma conclusion. Alors, avant de commencer le film, je vous invite très sincèrement à vous faire chacun un énorme rail de coke et à vous lancer. Non, c'est pas vrai. Faites Non, c'est pas vrai, faites c'est pas vrai, ça. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Faites pas ça. Sniffer Faites pas ça. du Prenez sel. Une bière à la limite. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Oui, ou à l'aspirine, vous allez voir, l'expérience est absolument incroyable. La numéro 7 va vous surprendre. Bref, non, c'est un film que j'adore, évidemment, donc je le recommande vivement, ne serait-ce que parce qu'il est détonnant dans le paysage du cinéma français. Des films comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Ça existe, hein. Tous les films de Philippe Lachaud apportent aujourd'hui, dans le cinéma de moderne français, apportent cette énergie et cette fraîcheur qu'on n'avait pas trop, hein, généralement dans le cinéma français. Souvent, on a cette impression, ce qu'on disait un peu la semaine dernière avec Morse, des films qui racontent des belles histoires, mais qui sont très empreints de films d'auteur. Ça prend son temps, il se passe pas grand-chose, à part une meuf qui regarde à la fenêtre, la pluie tombée, et qui est emmerdée parce que son soutien-gorge est trop serré. Mais au-delà de ça, voilà, en tout cas 99 francs, le film est une 2.0 du livre, qui est très fidèle, hein, l'adaptation est super fidèle, ça va vite, c'est excellemment bien joué. Et ça vous expose le monde de la pub tel qu'il était fin 90, en tout cas dans tout le courant des années 90. Pour avoir, Kevin et moi, on a un ami commun qui travaille dans la pub aujourd'hui. Ça a changé, c'est moins drôle. Mais il y a toujours des trucs qui sont aussi critiquables, on va dire. Donc si vous aimez les films nerveux, avec une énorme satire, une caméra qui va vite, vraiment par moments ça va très vite, beaucoup de superposition d'images, qui brise le quatrième mur dans son propos, allez-y, foncez. Mais attends, je une comprends vraie pas. La satire, c'est pas un homme avec des jambes de bouc? Mais non, ça c'est un faune. J'ai essayé de faire quelqu'un qui était un faune, mais il y a rien qui vient. Vous avez juste à retourner il y a 2 semaines, et c'est ce que j'étais. Hein. Bref, c'était notre avis sur 99 francs de Yann Kounen. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ah, mais J'espère que ça c'était vous aura ça plu. le film. Ouais, il refait la blague parce qu'il aime bien celle-ci, mais c'est vrai qu'elle fonctionne bien, elle est marrante, j'aime bien. La semaine prochaine, je passe la main à Doudou pour l'animation. Donc, plus obligé d'écouter jusque dans un mois. Ouais. Et on va parler d'un film. Ah, Non. putain, c'est étonnant. Ouais. Ok. Alors, j'hésite. J'ai 2 films. J'ai 2 films dans ma besace. Un bien et un bien. Je sais pas lequel vous proposez. Dis les deux et... Non, là, on va tirer à pile ou face. Non, C'est pile ça, ou tu veux nous face. refaire un game pile ou face. Il y a personne qui l'a entendu. Je crois qu'il a été coupé ce truc-là en plus. Non. Non? Ah Non. Si vous voulez, moi, Non, Kevin, t'es dans ta merde. Hein. Eh,
J'en ai. Il y a que Laurent qui est pas disponible encore. Mais ça sera ouvert quand on aura un Utip. Et ce sera un morceau privilégié. Moi, j'ai pas honte, hein. Je dis des conneries, je les assume. Hein. C'est pas de ma faute, Oui, à moi c'est si vrai. Bon. je suis trop en avance sur mon temps, comme Octave. Faudrait que je mette en incrustation ce petit message de Doudou qui dit ça tu le coupes, tu le gardes pas ça. Voilà, c'est une intra-blague. Hein, c'est-à-dire que. Donc, écoute, on va faire classique. La semaine prochaine, nous vous parlerons de The Cell. Et c'était quoi l'autre? Shoot 'em up. Oh, il y en a un qui est mieux que l'autre quand même. Enfin, il y en a un qui est plus drôle que l'autre. Oui, il y en a un qui est plus drôle que l'autre, mais The Cell a de l'esthétique qui peut être sympa, je pense. Enfin bon, on verra. Shoot 'em up, un des premiers commentaires qu'on s'est fait en direct. Oui, tout à fait. Et on parlera ça le jour où il arrivera ce film. The Cell, l'ennemi de Son Goku dans Dragon Ball Z, ça va être sympa. Ça va être génial. 237 épisodes à se mater, ça va être incroyable. Merci beaucoup. On va se marrer. Oh puis non, vous savez quoi? La semaine prochaine, on va parler de Shoot 'em up. Bon, il faut que tu choisisses à un moment donné. Je prends la réponse B, ce sera Shoot 'em up. Ok, bah c'est parti pour Shoot 'em up avec Clive Owen. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 51 de Faites entrer le film. Ah non, on n'enchaîne pas. Et puis c'est moi qui présente. Oui, non, bon, tu me doubleras. Tu feras un doublage. Voilà. D'accord. Ah mais non, mais c'est pas un film en fait, je suis con. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Pensez à vous abonner, à cliquer. Ciao, bisous. Constantine. Constantine, Ta gueule, le chat. ta gueule, le chat.